Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a décidé le samedi 18 février à Addis Abeba de maintenir les sanctions de l'organisation sous-régionale contre le Burkina Faso, la Guinée et le Mali. Quelle évolution de la transition dans ces trois pays et surtout quel dénouement de la situation après le maintien des sanctions. On en parle en plateau avec Thomas Guessambi. Bienvenue sur notre plateau. Merci Thomas. Vous êtes spécialiste en communication politique et vous suivez de très près les questions liées à la sécurité, à la politique dans la sous-région. Le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est tenu le samedi 18 février en marge du sommet de l'UA et plusieurs décisions ont été prises. Revenons sur l'ordre du jour de ce sommet et puis après on parlera des grandes décisions. Merci Thomas. J'ai envie de dire que ces sommets extraordinaires sont peut-être en train de devenir finalement des sommets ordinaires parce que après celui de septembre-octobre 2022 au cours de l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies où un sommet de la CEDEAO s'était tenu, c'est maintenant au sommet, le 36e sommet de l'Union africaine que les dirigeants des pays de la CEDEAO se réunissent naturellement pour plancher sur la question des sanctions. Ouais. Je dois dire que la question des sanctions était au menu pour la simple bonne raison qu'une semaine avant, à Ouagadougou, s'étaient réunis 3 ministres des Affaires étrangères de la Guinée, du Mali, du Burkina Faso pour lancer un appel à la fois à la CEDEAO en termes des sanctions qu'il fallait lever, souhaitait et tout à fait qu'il fallait écarter et aussi à l'Union européenne. Donc, je vais dire dans l'actualité, il était peut-être sans doute question pour les dirigeants de la CEDEAO plutôt que de trouver une date sur leur calendrier, pourquoi pas ne pas profiter d'un sommet où la quasi-totalité des chefs d'État de cette région sont réunis pour apporter une réponse et c'est ce que le sommet extraordinaire de la CEDEAO a dû faire depuis Addis Abeba. Au sujet du rapport sur les différentes transitions, la CEDEAO a noté qu'il y a une urgence au niveau sécuritaire et puis les questions humanitaires qui sont très très importantes. De quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? Il s'agit naturellement de la durée que devaient prendre les transitions dirigées par les militaires. Je dois dire qu'il y a eu, surtout au Mali et par moments en Guinée, et même au Burkina Faso, il y a toujours eu cette tentative-là de récupérer après le renversement d'un régime, donner une coloration beaucoup plus civile aux transitions que militaires. Mais l'intransigeance des militaires fait que la transition reste militaire. Donc, demander clairement aux dirigeants des transitions de donner un chronogramme au bout duquel des élections libres, transparentes devraient être organisées pour remettre le pouvoir aux civils, pour reprendre l'ordre constitutionnel normal. Et je pense que pour le Mali et le Burkina, le chronogramme parle de 2024 pour quitter cette situation de transition et la Guinée en 2025. Mais ce qui heurte un peu dans les échanges, dans l'harmonisation de ces chronogrammes, de ces dates entre la CEDEAO et ces pays, notamment la Guinée, c'est le fait d'assurer une transition sans ouverture politique. Ça veut dire que ce sont les militaires qui décident de la vie politique, alors que la CEDEAO aurait souhaité que par-delà la transition, qu'il y ait naturellement la vie politique qui puisse avoir cours. Est-ce qu'on peut noter une sorte de déception des deux côtés, du côté des autorités qui gèrent la transition et du côté de la CEDEAO qui espérait une bonne évolution dans cette gestion et en même temps les autorités de la transition qui ont espéré une levée de sanctions qu'ils n'ont pas obtenues? Oui, on pourrait même peut-être penser à un dialogue de sourds. Dès l'objet de la création de la CEDEAO en début des années 70, l'objectif était de créer une sous-région prospère en matière d'économie, mais
qui allait avoir pour appui la paix, parce que la paix était un préalable à tout cela. Donc la CEDEAO ne peut pas encourager ces genres de prise de pouvoir et naturellement les transitions qui s'en suivent. Donc pour la CEDEAO, il faut arriver à éviter la prise de pouvoir de cette manière. Mais en même temps, pour les dirigeants de ces pays qui viennent aux affaires après des coups de force, après des renversements, pour eux, la lecture qu'on devrait faire, c'est une toute autre lecture. Prendre en compte beaucoup plus l'aspiration des peuples, l'aspiration d'une bonne frange de la population que de rester dans le classique des considérations de la CEDEAO. Donc, naturellement, il y a déception de part et d'autre, déception pour la CEDEAO dans le sens que 50 ans, 60 ans après les indépendances, qu'on en arrive encore à des renversements politiques de cette forme. Et naturellement aussi déception du côté des dirigeants des transitions, parce que pour eux, la CEDEAO va souvent loin en prenant des sanctions inhumaines qui aggravent encore la situation humanitaire, sociale, politique et économique des pays dont ils ont la charge durant la transition. La CEDEAO a maintenu ces sanctions au regard de tout ce que vous avez expliqué, et même interdit aux différents membres des différents gouvernements de voyager à l'extérieur de leur pays. Alors, quelle pourrait être la suite après le maintien des sanctions? La suite, c'est que nous travaillons ici sur une matière très mouvante qu'est la diplomatie, qu'est les relations internationales, les acteurs bougent, les acteurs changent, le discours bouge, le discours change, il y a des lignes qui bougent. Je reste convaincu que pour la CEDEAO, il est surtout question de donner un signal fort à la fois à des pays de la région et j'allais dire à ceux qui pourraient nourrir des ambitions de renversement de régime, de renversement de pouvoir, de renversement d'ordre constitutionnel de cette façon. Donc pour la CEDEAO, c'est tout à fait normal de rester ferme et intraitable sur le mode de prise de pouvoir. Je dois dire aussi que pour la CEDEAO, c'est vrai qu'il y a peut-être un signal à donner, mais quand la CEDEAO parle de réconsidération de la situation humanitaire, notamment au Mali, notamment au Burkina Faso, ça veut dire que la CEDEAO comprend que derrière les sanctions à prendre, il faut aussi considérer la situation humanitaire qui se présente. De ce point de vue, je pense que les lignes peuvent bouger. Déjà, les trois pays arrivent à se rencontrer à Ouagadougou. Donc, entre les trois pays, il y aura sans doute un balai, des déplacements. Et puis, en dehors de la CEDEAO, il se peut aussi que, avec des partenaires qu'ils ont, que ces dirigeants puissent aussi se déplacer pour aller là où ils peuvent être accueillis, là où ils peuvent être entendus. L'autre question qui pourrait être certainement la dernière, c'est comment est-ce que les populations vivent l'impact de ces sanctions ? Oui, sur ce même plateau, on en avait parlé parce que pour ceux qui dirigent ces pays, ces transitions, les sanctions n'ont souvent pas eu d'effet immédiat, n'ont jamais eu de conséquences beaucoup plus dramatiques que pour la population. Quand des frontières terrestres, aériennes ou maritimes sont fermées, c'est clair que c'est une sorte on va dire, de resserrement en termes d'échange. Vous savez qu'aucun pays ne peut vivre en autarcie et dès lors que des biens ne peuvent pas entrer sur un pays, on peut s'imaginer l'inflation qui peut en générer. Donc c'est clair que ce sont les populations qui vivent beaucoup plus difficilement. Ensuite, quand le pays semble être enclavé ou le pays devient enclavé de par ces sanctions, il y a des exigences
exigences aujourd'hui que sont l'appel, la lutte surtout contre l'extrémisme violent, contre le terrorisme, et qui n'est pas le problème d'un seul pays retiré, c'est ensemble, puisque c'est une sorte de criminalité transfrontalière. Donc il faut que naturellement tous les pays se donnent la main, et quand on se trouve isolé, donc on a des populations au Mali comme au Burkina qui se font massacrer parce qu'il n'y a peut-être pas une coordination sous-régionale pour venir en aide. Et donc tous ces déplacements du fait de l'extrémisme violent, du terrorisme, aggravent encore beaucoup plus la pauvreté dans une dynamique de changement climatique, de rareté des terres, de pauvreté des terres, tout un cocktail qui ne favorise pas de meilleures conditions de vie des populations. Et c'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup, Thomas. Je rappelle que vous êtes Thomas Guessambi, spécialiste en communication politique. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.